Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonne année. Quay, je m'appelle Jennifer Quaid, je suis vice-doyenne à la recherche ici à la section de droit civil et il me fait grand plaisir de vous accueillir à cette première conférence de l'année 2022, mais non la dernière. Voilà, nous avons une très belle conférence devant nous. Tout d'abord, au nom de la section de droit civil, je tiens à souligner que les terres sur lesquelles se trouve l'Université d'Ottawa font partie du territoire traditionnel du peuple Anishinaabe algonquin. Nous leur rendons hommage et reconnaissant leur relation continue avec ce territoire qui demeure non cédé et dont ils sont les gardiens traditionnels. Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent Ottawa, qu'ils soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiens des savoirs traditionnels, jeunes et âgés, et nous honorons aussi les courageants dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'entendre M. Gregory Bly, maître des conférences à Sciences politiques Lyon. Je ferai une petite remarque préliminaire avant de céder la parole à mon collègue Charles-Maxime Panaccio. Monsieur Bly nous entretiendra sur les écrits de H.L.A. Hart. Pour quelqu'un comme moi qui a fait des études il y a un certain temps, ce fut un incontournable de lire ses écrits. Et pour tous ceux qui s'intéressent à ce domaine qu'on appelle la philosophie du droit, à tort et à raison, les écrits, les réflexions, les pensées de Hart sur les grandes questions qui nous interpellent, la justice, les droits, la responsabilité sont vraiment des textes fondamentaux qui continuent d'être cités tant par les auteurs que par les juges. Je préparais mon cours de droit pénal l'autre jour et là encore, je vois des citations à Hart par la Cour suprême du Canada. Dans cette conférence en particulier, M. Bly nous entretiendra sur un thème qui a préoccupé le professeur Hart tout au long de sa vie. Il appelle cette thématique Penser la liberté sans les droits moraux sur l'apport de la philosophie politique de H.L.A. Hart. Ça s'inspire d'un livre qu'il a écrit sur le sujet. Et pour vous en donner plus de détails, je cède la parole à Charles-Maxime Panaccio pour vous présenter M. Bly et son travail. Oui, bonjour tout le monde. Évidemment, vous m'entendez? Vous me voyez? Oui. Alors, s'il n'y a pas de réaction, je présume que c'est oui. Évidemment, il me fait grand plaisir aujourd'hui d'accueillir à la section de droit civil Gregory Bly. C'est, comme l'a dit la professeure Quaid, un spécialiste de la philosophie du droit anglo-américaine et bien davantage. Mais il a beaucoup travaillé sur l'œuvre de Herbert Hart, HLA pour les intimes. Et en fait, il a consacré sa thèse de doctorat qui a été complétée sous la direction du professeur Olivier Beau à l'Université de Paris-Panthéon-Assas, consacré sa thèse de doctorat aux aspects, disons, plus méthodologiques de la philosophie du droit général de Hart. Et cette thèse-là a été couronnée au moins d'au moins deux prix. Elle a été publiée en 2017 à la LGDJ et s'intitule « Les bases philosophiques du positivisme juridique de H.L.A. Hart ». Et dans la préface de l'ouvrage, le directeur de thèse, le professeur Beau, qui n'est certainement pas le dernier venu, suggère que M. Bly retrace de façon magistrale le cheminement de la pensée de Hart, qu'il va renouveler les études hartiennes dans le monde anglo-américain, ce qui n'est pas peu dire quand on sait la quantité de choses qui ont été écrites sur Hart en anglais, mais dans toutes sortes de langues aussi. Et le professeur Beau ajoute aussi qu'on ne pourra plus lire Hart sans avoir lu la thèse de Gregory Bly. Bref, c'est un ouvrage que je qualifierais de monumental et que je suis encore en train, avec plaisir, de digérer.
Mais aujourd'hui, comme nous l'a dit Jennifer, il nous entretient d'un aspect un peu différent de l'œuvre de Hart, donc de ses thèses de moralité politique, qui offrent un amalgame de libéralisme et d'utilitarisme. Mais j'en dirai pas plus, sinon que de répéter ce que Jennifer a dit, à l'effet que M. Bly a récemment publié aux éditions Garnier une traduction richement commentée de 2 importantes conférences de Hart, lors desquelles il a justement exposé certaines de ses idées en matière de moralité politique. Donc, c'est ce dont il va nous entretenir aujourd'hui, du moins je pense, et je lui laisse la parole maintenant. Merci beaucoup. Bien, bonjour, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je suis vraiment ravi d'être reçu, même dans l'espace virtuel à l'Université d'Ottawa. Hein. On espère toujours être reçu à l'étranger dans cette carrière, et c'est la première fois que ça m'arrive, donc je suis un petit peu ému pour rien vous cacher. Merci beaucoup, professeur Quaid, hein, pour vos mots de bienvenue. Et je suis très heureux de revoir à l'écran Charles-Maxime Panaccio, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler par le passé. Alors, j'essaierai d'aller un petit peu vite parce que je sais qu'il nous faut le temps de discuter après, et que écouter un intervenant parler à l'écran, ce n'est pas toujours la chose la plus agréable. Alors, je vais essayer de présenter ce qui m'a intéressé dans ces conférences de Hart, que je vais présenter tour à tour, et puis on pourra laisser à la discussion tous les points de détail qui pourraient intéresser chacun. Alors, mes travaux de thèse portaient sur la philosophie du droit de Hart, mais portaient sur des dimensions que je qualifierais d'ontologiques et d'épistémologiques. Et l'enjeu de fond, c'était d'essayer de reconstituer un dialogue qui me paraissait rompu entre la culture juridique anglo-américaine et la culture juridique continentale. Et l'hypothèse de travail que j'avais développée dans le cadre de ma thèse, qui, dans une certaine mesure, était vérifiée, il faudrait peut-être qu'aujourd'hui, je serais un petit peu plus critique vis-à-vis de ce que j'avais essayé de faire, mais l'hypothèse de travail que j'avais, c'était que c'était en partant sur le terrain de la philosophie première, notamment l'ontologie et l'épistémologie, qu'on trouvait de manière surprenante des pistes de réflexion pour recomposer la discussion, ou des discussions qui n'avaient pas eu lieu entre des juristes. Et la discussion première qui m'intéressait vraiment, c'était la discussion entre Hans Kelsen, le grand juriste autrichien, qui a une importance, une influence phénoménale, notamment en Allemagne et en France. Et ce juriste, qui a une très grande influence dans le monde anglo-américain, H.L.A. Hart, mais qui demeure très méconnu des théoriciens du droit continentaux. Par continentaux, bien entendu, j'entends d'Europe continentale. C'est un abus de langage, j'espère que vous m'en excuserez. Alors, c'était le projet dans le cadre de ma thèse, et je n'ai pas écrit dans le cadre de ma thèse de doctorat sur la philosophie politique de Hart, mais c'est une question que j'avais cherché à traiter en parallèle de mes recherches de doctorat. Et à chaque fois que je me consacrais à la philosophie politique de Hart, je me retrouvais confronté à un cycle de conférences, Law, Liberty and Morality, qui réapparaissait dans la littérature secondaire, et qui laissait perplexes les commentateurs pour un certain nombre de raisons. Et Law, Liberty and Morality est un ouvrage qui est court, mais dense, et chose très inhabituelle chez Hart, parce que Hart est un philosophe analytique qui cherche à expliciter tous les éléments de sa réflexion, chose fort inhabituelle dans ce petit ouvrage.
toute la machinerie ou tout l'outillage intellectuel demeure implicite. Et je me suis rendu compte qu'il y avait sans doute un travail d'explicitation intellectuelle et historique intéressant et utile à fournir. J'ai proposé une traduction de ce cycle de conférences que j'ai traduit par Le droit, la liberté et la morale. C'est un cycle de conférences qui est prononcé à Stanford en 1962 et qui est publié l'année suivante. Et il est complété par un second cycle de conférences, La moralité du droit pénal, qui est prononcé à l'Université hébraïque de Jérusalem en 1964. L'ensemble est accompagné donc d'un appareil analytique et vient d'être publié aux éditions Classique Garnier en 2021. Je m'aperçois avec consternation que j'ai laissé mon exemplaire au bureau, donc je ne peux pas vous montrer la couverture. Je ne suis pas un très bon publicitaire, mais voilà. Ça s'inscrit dans le cadre d'un travail un travail de traduction plus large que j'avais mené avec un collègue et ami de l'Université de Toulouse, le professeur Mathieu Carpentier. Nous avions co-dirigé un numéro de la revue Droit et Philosophie en 2014, dans lequel se trouvait un dossier consacré au débat Hartz-Devlin, donc entre Herbert Hartz et le juge Patrick Devlin. Et nous avions proposé un dossier de traduction inédite où on peut trouver les principaux textes de la controverse entre Hartz et Devlin. Donc ces textes sont désormais disponibles en langue française et sont librement accessibles sur le site de la revue Droit et Philosophie. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur les conférences Law, Liberty and Morality ? Eh bien, ces conférences s'inscrivent dans la vague de libéralisation des mœurs durant les années 1960. Et c'est un ouvrage qui constitue le grand plaidoyer en faveur de la libéralisation de l'homosexualité dans le monde anglo-saxon. Ça n'apparaît pas nécessairement comme un plaidoyer de prime abord, mais c'est la fonction que ça finit par remplir. Peter Campbell, le philosophe, écrit par exemple que c'était la chose la plus proche que nous avions d'un manifeste. Et la biographe de Hartz, Nicola Lacey, écrit que l'ouvrage est l'un des documents les plus importants du libéralisme politique moderne. Dans ces conférences, Hartz s'oppose publiquement au juge conservateur qui était juge à la Chambre des Lords à ce moment-là, Patrick Devlin, et ça a donné lieu à l'une des controverses publiques éclairées, désormais classiques. Et revenant sur sa carrière, Hartz dira que les deux moments qui ont défini sa carrière, c'est sa confrontation avec Lon Fuller dans un premier temps et sa confrontation avec le juge Patrick Devlin dans un deuxième temps. Alors quel est le contexte de ces conférences ? Dans quel contexte est-ce qu'elles apparaissent ? Eh bien, en 1957, la commission Wolfenden sur les délits d'homosexualité et la prostitution publie un rapport qui fait grand bruit. La commission Wolfenden propose de dépénaliser la prostitution pour ne sanctionner que les manifestations publiques de la prostitution, à savoir le racolage sur la voie publique, et propose également de dépénaliser les pratiques homosexuelles dans un cadre privé entre adultes consentants. Le rapport considère que la fonction du droit pénal ne peut pas être de pourchasser le vice, ne peut pas être de chercher à instaurer et à défendre la bonne morale. L'unique fonction du droit pénal est de préserver l'ordre et la décence publique. Et le rapport Wolfenden dit, dans une formule qui est devenue célèbre, il doit y avoir un espace de moralité et d'immoralité privée qui ne sont pas l'affaire du droit, dans lequel le droit ne cherche pas à s'immiscer. Alors le rapport Wolfenden a immédiatement soulevé de très vives protestations, notamment de la part du juge conservateur Patrick Devlin, qui, pour la petite histoire, était le plus jeune juge de sa génération à être nommé magistrat en 1948, qui a immédiatement réagi
dans une conférence prononcée à la British Academy, intitulée The Enforcement of Morals. Alors, c'est le titre de cette première conférence, The Enforcement of Morals, qui donnera le titre du recueil d'articles qui paraîtra en 1965, ce qui crée une certaine confusion dans la littérature secondaire. Il y a un premier échange, première salve tirée de part et d'autre entre Hart et Devlin, et Hart, en 1963, publie les conférences Law, Liberty and Morality. Donc, on a 1963, Law, Liberty and Morality, publié par Hart, et 1965, le recueil de Devlin, The Enforcement of Morals. Alors, tous les commentateurs, les partisans comme les détracteurs, c'est-à-dire Hart et Devlin, ont immédiatement relevé la proximité entre la position de la commission Wolfenden et la thèse défendue par John Stuart Mill dans son essai On Liberty. Alors, je cite ici Mill, et je suis désolé pour ceux qui connaissent très bien ces choses. Alors, je cite Mill. L'objet de cet essai est de proclamer un principe très simple. Les hommes ne sont autorisés à entraver la liberté de quiconque que pour assurer leur propre protection. Mill poursuit, je cite, « La seule raison que puisse avoir une communauté pour user de la force contre l'un de ses membres, contre son gré, est de l'empêcher de nuire aux autres. » Donc on peut seulement utiliser la force pour empêcher de nuire aux autres. C'est ce que Feinberg a appelé le harm principle et que Ruan-Ogien appelle le principe de non-nuisance. Donc j'ai repris l'expression principe de non-nuisance parce qu'il y avait un usage consacré. Alors qu'est-ce que Lord Devlin peut dire à ça? Bien, Lord Devlin défend ce qu'on a appelé la thèse du moralisme juridique. En gros, parce que la position de Devlin est fort complexe et fort subtile en réalité, mais dans ces grandes lignes, on peut, sans trop simplifier, dire qu'il défend l'idée que la société n'est pas simplement un agrégat d'individus, mais doit être vue comme un ensemble cohérent, et c'est le partage des idées et des valeurs qui fait la société en réalité. Pourquoi est-ce que c'est le partage des idées et des valeurs? Eh bien parce que c'est cela qui constitue le lien social. Et c'est notamment le fait de partager une morale sociale commune qui est constitutif du lien social. Or, dit Devlin, une société doit être autorisée à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver son existence. Par ailleurs, l'affaiblissement de la morale sociale équivaudrait, selon lui, à un affaiblissement du lien social lui-même. Si on affaiblit la morale sociale jusqu'à un certain point, ça équivaut à une désintégration de la société elle-même. C'est ce qu'on appelle la thèse de la désintégration. Alors bien entendu, cette idée a quelque chose de tautologique, quelque chose de circulaire, puisqu'il ne part pas de l'idée de l'affaiblissement de la morale pour conclure à l'affaiblissement du lien social, il définit l'une par rapport à l'autre. Donc, il y a quelque chose de circulaire. On trouve un dialogue ici. Quoi qu'il en soit, c'est la conclusion de Devlin qui nous importe ici, qui est que la société doit être autorisée à utiliser le droit pénal pour préserver sa morale sociale, parce qu'il en va de l'existence même, de l'existence du lien social. La nature du désaccord avec Hart est le suivant. Le désaccord porte sur la question suivante. Est-ce que le seul fait qu'un acte est immoral suffit à justifier que l'on le réprime en droit pénal? Autrement dit, est-ce que l'immoralité en elle-même doit constituer un crime? Si on répond oui, alors on défend quelque chose comme le moralisme juridique de Lord Devlin. Mais si on répond non, alors ça veut dire qu'on considère qu'il faut la preuve d'un élément supplémentaire pour pénaliser un comportement. Par exemple, la preuve que cet acte est susceptible de nuire à autrui. Ici, on défendrait quelque chose comme le principe de non-nuisance de John Stuart Mill, par exemple. Mais dans ce cas-là, est-ce que ce ne sont pas simplement les conséquences de l'acte qui justifient la sanction? Et est-ce que l'immoralité de l'acte ne devient pas parfaitement superflue
dans la justification de la sanction qu'on est en train d'infliger à l'individu. Est-ce que l'immoralité du comportement ne devient pas parfaitement redondant dans la pénalisation du comportement? Alors ça, c'est la position que défend Hart. Hart finit par dire l'immoralité d'un comportement ne doit jouer presque aucun rôle et n'a pas besoin de jouer un rôle dans la justification des règles du droit pénal, dans la justification des sanctions que nous infligeons à nos concitoyens. Alors Devlin, parce que c'est un grand juriste, parce qu'il est juge à la Chambre des Lords, a une connaissance très intime et très poussée du droit positif. Alors il cherche à donner des exemples de situations dans lesquelles on accepte sans trop s'en émouvoir que le droit puisse mettre en œuvre, selon lui, la morale sociale, sans autre forme de justification. Et il cherche à montrer à ses adversaires, il dit, sur tel ou tel point, vous acceptez très bien que le droit cherche à défendre la morale sociale, vous ne demandez pas que l'on abolisse telle ou telle règle de droit positif. En fait, vous êtes dans une situation où tantôt le mécanisme juridique vous convient, tantôt le mécanisme juridique ne vous convient pas. Et Hart cherche à objecter à Devlin qu'on peut en réalité expliquer la totalité des exemples qu'il propose simplement comme des exemples de situations dans lesquelles on ne défend pas la morale sociale en tant que telle, mais on cherche simplement à préserver autrui d'un tort ou d'un dommage. L'exemple très parlant, c'est par exemple Devlin qui soulève l'exemple de la prohibition de l'indécence publique. Devlin dit, bah, écoutez, personne, je suppose, ne souhaite abolir la règle en vertu de laquelle l'indécence publique est prohibée. Je me suis mal exprimé. L'indécence publique doit être autorisée, plutôt. Hart dit l'indécence publique peut être prohibée, il n'y a pas de problème. C'est l'immoralité privée qui pose problème lorsqu'on la sanctionne. En réalité, l'indécence publique, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on sanctionne l'indécence publique? On est en train de préserver autrui de ce qui peut lui être choquant. Mais les individus sont libres d'avoir exactement le même comportement dans leur demeure, dans leur sphère privée, dès lors qu'ils n'imposent pas la vue de ces pratiques à ceux qui ne souhaitent pas les voir. Et donc Hart dit qu'il faut distinguer strictement l'indécence publique et l'immoralité privée. Et il retombe donc sur une position très proche de celle de la commission Wolfenden, qui, comme on le voit, est une simple application du principe de non-nuisance de Mill. Alors, Hart s'associe dans ses conférences à la position de Mill, et ce qui m'a intéressé, c'est le procédé argumentatif qu'il développe. Le point de départ du raisonnement de Hart, c'est qu'une sanction pénale est nécessairement un mal. Nécessairement un mal, une souffrance qu'on cherche à infliger à autrui. Et il part du principe que Devlin est nécessairement d'accord avec lui, parce que Devlin cherche à justifier le fait d'imposer des sanctions pénales à autrui, les personnes homosexuelles notamment. Il cherche à justifier le fait d'imposer des sanctions pénales du simple fait de l'immoralité des conduites. Ce qui est intéressant chez Hart, c'est qu'il va introduire dans sa critique des thèses de Devlin une distinction structurante qui était chère aux prédécesseurs utilitaristes entre ce qu'il appelle la morale positive et la morale critique. Et il m'est apparu progressivement que c'est cette distinction entre morale positive et morale critique qui est une clé de lecture utile pour démêler un certain nombre de mystères dans les positions théoriques complexes de Hart. D'une part, pour articuler sa critique morale du droit et sa position positiviste juridique, d'autre part, pour essayer d'élucider la mystérieuse absence de toute doctrine des droits moraux, en dépit du fait qu'il est un juriste d'un libéralisme assez radical. Mais
avant d'avancer jusqu'à ce stade-là, j'explique que ce que Hart entend par la distinction entre morale positive et morale critique. La morale positive, à l'instar du droit positif, la morale positive, c'est simplement la morale acceptée par un groupe social. C'est l'ensemble des règles qui sont effectivement en vigueur, si on veut, au sein d'un groupe social. La morale critique, par contre, ça correspond à des principes généraux et rationnels qu'on peut mobiliser dans la critique morale des institutions. Institutions sociales, que ce soit les institutions juridiques, que ce soit les institutions morales, positives. Cette notion de morale critique est mystérieuse. Elle a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de personnes se sont posé la question de savoir qu'est-ce qu'il entendait exactement par là. Alors, qu'est-ce que ce n'est pas? Alors, la morale critique, ce n'est pas une morale idéale, ce n'est pas une morale justifiée, ce n'est pas un ensemble de règles de conduite qui seraient objectivement valables. D'accord? Ce n'est pas une morale composée de principes universels quant à leur validité, par exemple. Lorsqu'il dit que ce sont des principes généraux et rationnels, c'est bien cela qu'il veut dire. Ce sont des principes qui permettent de rendre intelligible et explicite la critique qu'il entend opposer à son interlocuteur. La raison pour laquelle c'est important apparaîtra par la suite, je pense. Alors pourquoi est-ce que Hart développe cette distinction dans Law, Liberty and Morality? Parce que ça lui permet de montrer, d'une manière qui m'était apparue utile, ça lui permet de montrer que la notion de morale intervient à deux endroits dans la problématique de l'ouvrage. En effet, la question qu'il pose tout au long de Law, Liberty and Morality est la suivante. Il dit, est-ce que la mise en œuvre de la morale positive, de la morale sociale par le droit, est justifiée au regard de la morale critique? Et s'il ne disposait pas de cette distinction entre morale positive et morale critique, il se retrouverait simplement à dire est-ce que la mise en œuvre de la morale par le droit est moralement justifiée? On ne s'en sortirait pas, on ne saurait jamais vraiment ce qu'il est en train de dire. Alors, le principal principe de morale critique que Hart invoque ici, c'est le principe de non-nuisance de Mill, justement pour examiner la question de savoir si la pénalisation de l'homosexualité mérite d'être ou non abolie. Hart considérant, bien entendu, qu'il faut de toute urgence réformer le droit sur ce point. Alors, ce qui m'a rafraîchi, la toute première fois, ce que j'ai trouvé fascinant et rafraîchissant, la toute première fois que j'ai lu ce cycle de conférences, c'est que Hart ne prétend pas qu'il y ait d'objection de principe au fait de sanctionner l'immoralité. D'accord? Il ne dit pas qu'il y a une objection de principe, par exemple, au fait de pénaliser les pratiques homosexuelles. Alors je pense que c'est aujourd'hui le réflexe intellectuel que nous aurions, c'est certainement le réflexe intellectuel que nous aurions aujourd'hui en Europe continentale. Il dit simplement qu'une sanction pénale doit être justifiée et que si on ne peut pas la justifier, alors que si une sanction pénale doit être, si on ne peut pas la justifier, alors c'est une mesure qu'on ne doit pas imposer parce que c'est un coût, parce que c'est une souffrance. Donc la question est de savoir pour Hart si on peut prétendre avoir une bonne raison d'entraver la liberté d'autrui, et dans les cas qu'il examine, on n'a pas de bonne raison de réprimer le comportement en question, puisqu'il ne porte pas atteinte à autrui. C'est tout l'enjeu du principe de Mill. Et la morale sexuelle qu'il examine est parfaite pour poser cette question, puisque précisément, on a affaire à des pratiques entre adultes consentants dans un cadre privé. La question est presque paramétrée pour trouver une forme de pratique qui par définition, ne porte atteinte à personne, mis à part ceux qui participent librement. Donc, je me suis un peu perdu, pardon. Alors, qu'est-ce qui m'avait intéressé là-dedans?
le fait que Hart ne soulève pas une problématique des droits moraux. Il se refuse à articuler la question en termes des droits moraux de la personne humaine. Aujourd'hui, je pense qu'on aurait eu ce réflexe-là, qui s'est développé dans le sillage de Dworkin, de Rawls, de Nozick, de Scanlon, une équation qu'on peut comprendre entre une position libérale et une théorie des droits moraux, des droits naturels de la personne humaine. Dans Law, Liberty and Morality, le droit à la liberté et la morale, on trouve une forme de libéralisme assez radical qui fait l'entière économie d'une théorie des droits moraux. Alors on peut tout à fait ne pas adhérer à la position de Hart, ça c'est pas un problème. Ce qui est intéressant, c'est que ne serait-ce que d'un point de vue historique, on a un document intéressant parce qu'on a quelqu'un qui fait l'effort de montrer à quoi ressemble une forme de libéralisme qui ne résonne pas par le biais des droits moraux. Alors, je vais dire un mot là-dessus dans quelques instants, mais il faut passer par l'articulation entre Law, Liberty and Morality et le positivisme de Hart. À mon avis, c'est tout à fait possible que de l'autre côté de l'Atlantique, cela ne soulève pas de réelles difficultés. C'est une difficulté à laquelle j'étais confronté en France, étant donné l'influence de Hans Kelsen. J'étais sans cesse confronté à l'objection suivante. Est-ce que Hart est véritablement positiviste, puisqu'il consacre toute une série de conférences à la critique morale des institutions juridiques? Est-ce qu'un positiviste juridique peut décemment se prétendre positiviste juridique alors qu'il écrit et alors qu'il se consacre à la critique morale des institutions juridiques? Alors, pourquoi est-ce que ce malentendu a pu paraître? Pourquoi est-ce que j'ai dû consacrer tant de temps à avoir cette discussion avec des collègues? Eh bien, parce qu'il y avait un malentendu à démêler sur ce qu'on appelle le positivisme juridique. Pour Hans Kelsen, un positiviste, c'est quelqu'un un positiviste juridique, c'est un juriste qui construit son objet d'étude d'une certaine manière, de telle sorte à garantir la pureté de son objet d'étude, et de telle sorte à garantir la pureté de son objet d'étude dans deux directions. Il faut qu'il ait l'assurance de ne faire que décrire le droit tel qu'il est et non tel qu'il devrait être, sans subir l'influence de deux éléments exogènes, que sont les sciences morales d'une part, et les sciences empiriques, à savoir essentiellement la sociologie, d'autre part. Donc le positiviste doit trouver les moyens de décrire le droit comme un ensemble de règles, sans pour autant soumettre ces règles à l'évaluation morale, entre autres. Donc un positiviste juridique, si on suit la conception de Hans Kelsen, du positiviste qui construit son objet d'étude d'une certaine manière, c'est quelqu'un qui n'a pas de questionnement moral sur son objet. C'est quelqu'un qui ne fait que décrire le droit. Cette conception du positivisme juridique, ça a une influence formidable en France, en Allemagne, et c'est la raison pour laquelle le positivisme juridique de Hart a eu beaucoup de difficultés à trouver sa place, parce qu'on n'a pas réellement réussi à faire dialoguer ça avec une conception très différente du positivisme. Pour Hart, on est dans une conception tout autre du positivisme, qu'on dit analytique, mais on pourrait dire simplement un positivisme positivisme d'analyse, qui cherche simplement à parvenir à la clarté dans l'analyse, qui ne se refuse pas à avoir tout questionnement sur le droit, dès lors que ça porte sur le droit. L'objet d'étude du juriste, c'est d'accepter de poser tout type de questions sur le droit. Qui d'autre que le juriste posera la question sur le droit, sinon? C'est forcément l'objet d'étude du juriste. Mais par contre, quelle que soit la question qu'il pose sur le droit, il doit veiller à ne jamais confondre le concept de droit
et le concept de morale. Et c'est parce qu'il ne confond pas le concept de droit et le concept de morale qu'il peut avoir une critique morale du droit. Donc, par exemple, si on dit du droit nazi, comme il le fait dans l'article Positivism and the Separation of Law and Morals, si on dit du droit nazi, c'est un droit si immoral, si inique qu'il faut désobéir, on est en train d'avoir un propos de nature morale sur le droit positif. Mais ce n'est pas une négation de la séparation du droit et la morale, c'est justement faire usage de la séparation du droit et de la morale. Parce que sinon, si on a une confusion, ça reviendrait à dire ce droit est injuste, donc quelque part, c'est pas du droit, ça deviendrait des choses très confuses. Donc, j'ai dû consacrer une bonne partie de mes travaux à essayer d'expliciter la nature du malentendu qu'il pouvait y avoir entre ces deux formes de positivisme. Alors, j'essaie d'expliquer la nature de ce malentendu dans la présentation critique qui suit les traductions de ces cycles de conférences. Et je propose d'appeler le positivisme de Kelsen un positivisme d'objet d'étude, qui procède par construction d'objets d'étude, et le positivisme artien, un positivisme d'analyse, qui propose de procéder par clarification conceptuelle. Bien, j'essaie d'avancer un petit peu vite pour que nous ayons tout le temps nécessaire pour la discussion. La question des droits moraux, celle qui m'a véritablement intéressé et à laquelle je consacre la plus grande place dans ma présentation, ma postface critique. Le problème est le suivant. Il y a une ambiguïté, oui, là on peut véritablement parler d'ambiguïté dans le corpus artien. Un phénomène assez étrange que je n'ai pas véritablement observé chez d'autres auteurs. Il y a un article chez Art qui a suivi une carrière solo, alors même qu'il a été désavoué par l'auteur. Je m'en explique. Un article qui s'intitule « Are there any natural rights » Existe-t-il des droits naturels? Il a été traduit en français par Charles Girard dans la revue Clécis, donc qui est disponible en langue française, une belle traduction. Existe-t-il des droits naturels de 1955. Dans cet article, Art émet l'hypothèse ou soulève la question à titre hypothétique: s'il y avait des droits naturels, si on acceptait l'idée qu'il y ait des droits naturels, alors quels seraient les droits naturels que nous aurions? Dans ce cas-là, il y aurait un seul droit naturel, véritablement intelligible ou véritablement indéniable, le droit naturel de chaque individu à l'égalité. Et tous les autres exemples de droits naturels qu'on pourrait soulever seraient simplement des applications ponctuelles de ce droit naturel premier-là. 2 ans plus tard, dans un autre article, Art est en train sans avoir désavoué officiellement, Art est en train d'écrire des choses qui ne sont plus compatibles. Il a en substance désavoué cet article. Lorsque viendra le moment d'éditer son recueil d'articles Essays in Jurisprudence and Philosophy, Art refuse d'inclure l'article de 1955, disant qu'il désavoue l'essentiel de ce qu'il y a écrit. Et force est de constater que si Art défendait l'idée qu'il y a, ou si Art avait défendu une théorie des droits moraux, alors Law, Liberty and Morality aurait dû être le texte où on aurait dû le trouver. Après tout, c'est ce texte qui a été défendu comme le grand manifeste, le grand plaidoyer en faveur de la dépénalisation de l'homosexualité, de la libéralisation des mœurs, où Art parle avec beaucoup de compassion de la situation des personnes à qui on inflige des souffrances injustifiées. S'il y avait une théorie des droits moraux chez Art, c'est à cet endroit qu'on l'aurait trouvé. Or, Art fait entièrement l'économie de toute notion des droits moraux. Alors, 2 difficultés dans les études artiennes. Cet article de 1955 a eu une grande influence et continue d'être lu dans les départements de philosophie.
il a eu une influence notamment sur les thèses de John Rawls et il s'inscrivait dans un dialogue qui a eu lieu pendant longtemps avec Rawls, avant que la position de Hart ne soit désavouée par Hart lui-même. Donc, il y a une perplexité du côté d'un certain nombre de philosophes politiques qui disent « mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce n'est pas un grand article ?» Et en fait, c'est un cas intéressant d'un article qui est un grand article, mais qui n'est pas possible d'intégrer dans le reste du corpus, artien. Et par ailleurs, chez d'autres auteurs, notamment Joseph Raz dit finalement, est-ce qu'il faut, puisqu'il n'y a pas de théorie des droits moraux chez Hart, est-ce qu'il faut considérer que c'est un échec de sa pensée, que finalement sa pensée du libéralisme n'est jamais parvenue à maturité parce qu'il n'a pas réussi à faire la synthèse de sa théorie générale du droit, de sa théorie du droit pénal et de sa théorie des droits moraux qui est restée en jachère ou qui est restée latente, comme si, quelque part, on ne pouvait pas avoir une pensée sérieuse de la liberté si ça ne passait pas par la pensée des droits moraux. Et ça me surprenait toutes les fois que je tombais sur ce type de propos, parce que je ne comprenais pas très bien ce que ça aurait apporté à la pensée de Hart. Alors, j'aimerais bien dire un petit quelque chose à ce sujet. Hart, dans les années 70, entre en dialogue avec Nozick, Rawls, Dworkin, David Lyons, il a un débat très fourni avec David Lyons, et de manière plus implicite Scanlon. Il essaie de prendre part à tout ce mouvement droits moraux et compagnie pour s'y opposer. Et il oppose ce qui, selon lui, constitue les deux grandes philosophies libérales qui sont face à l'Occident, la théorie des droits naturels de l'individu d'un côté et la philosophie utilitariste de l'autre côté à laquelle il choisit de se rattacher. Il soulève un certain nombre de problèmes logiques à ses yeux avec l'idée des droits moraux naturels de l'individu qu'il reprend à Bentham et qu'il adopte à son propre compte. Mais le cœur de sa critique est d'ordre politique et j'y ai adhéré à titre personnel assez rapidement. Le problème central à ses yeux est que les droits naturels n'offrent pas, une philosophie des droits naturels n'offre pas de protection effective à l'individu en dehors du droit positif. Il faut la positivation des droits moraux pour trouver une protection. Or, dès qu'on commence à se pencher sur le droit positif, on s'aperçoit que ce n'est pas parce qu'on a des droits subjectifs positifs que les titulaires du pouvoir politique sont contraints à la modération. C'est l'inverse. C'est parce qu'on vit dans un régime politique où la pratique du pouvoir est modérée que les titulaires de l'autorité politique vont tenir compte du fait que nous sommes censés avoir des droits subjectifs positifs. Et la philosophie des droits moraux a tendance à nous faire placer la charrue avant les bœufs. D'abord, il faut se préoccuper de ce qui permet d'imposer la modération dans l'exercice du pouvoir. Et si nous imposons la modération dans l'exercice du pouvoir, nous n'aurons pas véritablement besoin de nous inquiéter de la question des droits moraux. Et si nous nous inquiétons seulement de la question des droits moraux, alors il deviendra très difficile d'imposer la modération dans l'exercice du pouvoir. Alors ça, c'est une critique à laquelle j'étais assez sensible parce que c'est la première fois que j'étais confronté à cette forme de pensée-là, qui vous paraîtra, je pense, outre-Atlantique, très outre-Atlantique de mon point de vue, je suis outre-Atlantique de votre point de vue, bien entendu, mais qui vous paraîtra très familière parce que c'est simplement un type de point de vue qu'on trouve dans les Critical Legal Studies. Et on trouve un point de convergence assez intéressant sur ce point entre Hart et les Critical Legal Studies, mais qui, bien entendu, est simplement le point de convergence, qui est simplement la critique de la philosophie des droits naturels. Qu'est-ce qu'il faut en retirer en tant que juriste? Je pense qu'il y a une leçon importante à en retirer en tant que juriste, qui est qu'il n'y a pas de mécanisme juridique qui puisse garantir une fois pour toutes la liberté. En fait, la liberté n'est jamais juridiquement acquise. Il ne faut pas placer plus de confiance que ça
dans les mécanismes juridiques. Le risque, c'est de se voir confier ou de se voir conférer des droits subjectifs positifs et ensuite de perdre la vigilance qu'on a à l'égard de la pratique du pouvoir, car c'est celle-ci qui permet d'imposer la modération dans l'exercice du pouvoir. Et c'est ce qui nous ramène à Hart et c'est ce qui nous ramène à la notion de morale critique. Hart n'a pas de notion, n'a pas de théorie des droits moraux, certes, mais c'est la notion de morale critique qui remplit la fonction que remplissent les droits moraux chez d'autres penseurs libéraux. Comment est-ce qu'on impose la modération dans l'exercice du pouvoir? Eh bien, par une vigilance du citoyen de tous les instants, de tous les moments, en demandant des comptes en permanence aux décideurs publics. Or, comment est-ce qu'on impose à nos décideurs publics de rendre des comptes? Comment est-ce qu'on place le décideur dans une situation, dans une position où il se sait sans cesse surveiller? Eh bien, selon Hart, c'est essentiellement à l'aide des outils de la morale critique. Et c'est le travail qu'il fait dans Law, Liberty and Morality. C'est en demandant rationnellement des comptes que le titulaire de l'autorité, espère-t-on, est placé dans une position où il est contraint de rendre des comptes ou alors de révéler qu'il ne peut pas rendre des comptes, qu'il n'a pas la réponse, ou alors qu'il oppose un refus pur et simple de rendre des comptes, et alors il est obligé d'expliciter le rapport de force violent qu'il est en réalité en train d'imposer. Donc, la conception hartienne de la liberté, dans sa forme la plus simple, repose sur le fait de permettre la critique rationnelle des institutions positives, et c'est ce qu'il permet, c'est ce qu'il cherche à faire de manière très brillante dans Law, Liberty and Morality. Alors, est-ce qu'il me reste un petit peu de temps? Il me reste 30 minutes pour la discussion. Oui, je pense que ça va un bon 5 minutes. D'accord, 5 minutes, c'est... Prenez votre temps. Merci. Alors ça, c'est la raison de fond qui m'a intéressé, qui m'a intéressé dans Law, Liberty and Morality. Dans les Essays on Bentham, on a une évolution de cette position qui est intéressante. Il reproche notamment à Bentham d'avoir voulu trop réduire l'idée des droits individuels au droit positif lui-même. Et Hart dit non, certes, il faut évacuer l'idée des droits naturels. Les droits naturels soulèvent des problèmes logiques, d'une part, dans lesquels je n'ai pas le temps de rentrer, et les problèmes politiques que j'ai essayé d'indiquer d'autre part. Mais il n'en découle pas que la notion même, le concept même de droits individuels puisse être réduit aux droits positifs. On peut également rendre compte de l'idée de ce qu'il appelle des droits moraux extra-juridiques. Droits moraux extra-juridiques. Extra-legal moral rights. Une formule qui a laissé un petit peu perplexe. Et j'ai un collègue notamment qui a essayé de reconstruire de manière convaincante, par ailleurs, une théorie hartienne des droits moraux à partir de ces éléments-là. À mes yeux, ce n'est pas convaincant, ce n'est pas la manière dont il faut comprendre cette formule, simplement parce qu'il dit les droits individuels que nous avons sont nécessairement le fruit, sont nécessairement le produit, les créatures des normes sociales positives. Alors les normes sociales positives, elles peuvent être juridiques, mais elles peuvent également être morales. Il distingue la morale critique et la morale positive. Il peut tout à fait y avoir des normes sociales non juridiques
à l'aune desquelles naissent entre les individus certaines obligations. Et c'est à l'aune de cette morale positive qu'il rend compte, par exemple, de l'existence d'une obligation qui découlerait d'une promesse faite entre deux voisins. Il dit c'est une norme de morale conventionnelle, de morale sociale conventionnelle entre deux voisins. On n'a absolument pas besoin de l'idée de droit naturel pour rendre compte de cette situation. On a simplement besoin de comprendre que c'est de la morale positive. Donc de nouveau, la distinction entre morale critique et morale positive qu'on trouve dans cet ouvrage, c'est la clé de lecture pour comprendre un certain nombre de mystères du corpus artien qui autrement resterait irrésolu à mes yeux. Et je vais m'arrêter là et laisser à de plus amples discussions les points de détail qui auraient pu vous intéresser. Alors, merci beaucoup pour cette présentation fort intéressante. Je pense que je vais laisser le privilège de poser la première question à Charles Maxime s'il veut. Sinon, on va ouvrir la salle aux questions. Je vous demanderai peut-être d'indiquer dans le chat que je vais surveiller si vous avez une question. Comme ça, je peux de manière ordonnée ensuite donner la parole à ceux qui veulent poser des questions. Oui, merci beaucoup, Jennifer, et merci beaucoup, Grégory. C'était passionnant. J'ai beaucoup d'idées qui se promènent dans mon esprit, mais je vais essayer de résumer ça à une question relativement simple. Il me semble qu'il y a beaucoup des commentateurs de Hart et de sa philosophie politique qui semblent dire qu'il manque un morceau à cette philosophie-là et que c'est un morceau, disons, qui se situe au fondement ou que c'est difficile de comprendre quelle est exactement la nature de sa philosophie politique. Parce que, entre autres, il nous parle, quand il parle de moralité critique, de principes rationnels, mais la raison est évidemment un champ de bataille philosophique, et puis c'est difficile de mettre le doigt sur ce qu'on veut dire exactement par un principe rationnel. Et aussi parce que ce n'est pas impossible de faire la synthèse de l'utilitarisme et des droits comme certains l'ont démontré, mais évidemment, tu mets de l'avant le fait que Hart se refuse de le faire. Donc c'est difficile de lui attribuer une position similaire. Mais en même temps, c'est tout aussi difficile de lui attribuer comme tu le disais, une position, disons, ou une vision cohérente de la moralité politique. Et c'est peut-être parce qu'il se refuse de façon générale à construire des théories abstraites et fondationalistes ou très, très serrées en matière de moralité. Mais c'est ça, dans le fond, je me demandais, est-ce qu'on n'a pas un peu raison de dire que Hart nous laisse sur notre faim, en quelque sorte, même avec ses écrits les plus développés? Merci beaucoup, cher Maxime. Oui, ça c'est l'une des grandes questions, qu'on soulève au sujet de Hart et de sa philosophie politique. Alors, il faut répondre en deux temps. D'une part, Hart refuse systématiquement de construire des théories. Ça c'est vrai. Ça paraît surprenant parce que on peut se dire, mais est-ce que Hart, c'est pas cet auteur qui a une grande théorie du droit dans le concept de droit? Mais si on a l'habitude de théorie du droit un petit peu à l'allemande,
le concept de droit, c'est un ouvrage qui rend furieux, parce qu'à la troisième lecture, on est toujours en train de se demander à quel moment exactement les hypothèses apparaissent. Ah, c'est à cet endroit-là. Ah non, attends, c'est pas encore, en fait. C'est un ouvrage dont le modèle de rationalité n'est pas déductif. Dans le modèle de rationalité, il faudra en parler assez longtemps, mais à proprement parler, je pense, est discursif ou dialectique. On commence par passer en revue les autorités, on essaie de voir ce qu'on peut retenir, quel est le noyau de bon sens de ce qu'a dit tel grand prédécesseur, qu'est-ce qu'il faut abandonner en cours de route, comment est-ce qu'on peut synthétiser les apports. Ça, c'est un processus non déductif. Et je pense que c'est quelque chose qu'il retient essentiellement de tout le temps qu'il a passé avec Aristote, je pense. L'ensemble des philosophes dont il était entouré, notamment J.L. Austin et Ryle. Ryle, nous, on le connaît comme l'un des fondateurs de la philosophie du langage ordinaire, mais les aristotéliciens, les spécialistes de la pensée d'Aristote, le connaissent comme le grand spécialiste de la philosophie dialectique au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. J.L. Austin n'a presque jamais fait cours sur les thèmes sur lesquels il a publié. D'ailleurs, il a très peu publié. Il avait des cours récurrents sur divers points plus ou moins pointus de la pensée d'Aristote. Et à un moment, j'avais fait un relevé en pointillé de tous les auteurs que Hart citait, et de manière assez étrange, c'est Aristote qui sortait presque en tête. On avait Bentham et on avait Aristote, et c'était vraiment les deux, alors qu'Aristote, c'est l'auteur qui passe inaperçu, en fait. C'est la grande influence inaperçue sur la pensée de Hart, alors que dans ses procédés rationnels, il est très aristotélisant. Alors oui, on a un refus de construire des théories. Je pense qu'il n'aurait pas... Alors moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il n'aurait pas attaché grande importance à avoir quelque chose comme un fondement ultime de la morale. Parce qu'en fait, il n'aurait rien découlé du fait d'avoir déclaré qu'il avait un fondement ultime de la morale. Si on s'intéresse à ce à quoi il se consacrait avec les questions de morale critique, ce qui l'a intéressé, c'est essayer de rendre intelligible et explicite la tragédie, le dilemme, comme il l'appelle, le dilemme de l'agent moral qui se trouve face à une règle de droit qui est injuste. Alors, il s'y est intéressé pour le droit nazi, il s'y est intéressé pour divers problèmes de droit pénal, il s'y intéresse dans Law, Liberty and Morality pour le problème de l'homosexuel qui est jeté en prison après avoir été... après qu'on lui ait fait du chantage pendant plusieurs mois, par exemple. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut permettre à cette personne de percevoir sa situation avec suffisamment de clarté qu'elle peut décider pour elle-même si elle va obéir, oui ou non. Il n'est pas du tout dans cette démarche, disons, abstraite intellectuelle d'avoir une théorie générale de la morale. Ça n'a presque aucune importance. La philosophie analytique, essentiellement après Joseph Raz, c'est devenu avoir des schèmes de raisonnement hermétiques qui permettent de gagner dans des séminaires entre universitaires. Mais pour Hart, c'est presque toujours comment peser dans des débats publics, en fait, comment permettre à ces individus de comprendre la situation dans laquelle ils se trouvent eux-mêmes. Et donc, quand il parle de morale critique, qu'est-ce que c'est qu'un principe rationnel? C'est certainement pas un principe fondé. C'est certainement pas un principe idéal ou qui indique à l'individu ce qu'il doit faire. Il dit, par exemple, la position de Devlin est structurée par un principe rationnel. On ne peut pas nier que Devlin argumente qu'il est rationnel dans sa position. La thèse de la désintégration de Devlin, c'est une position rationnelle. Mais simplement, si on l'explicite et qu'on essaie de tirer la position de Devlin jusqu'à ses dernières conclusions, alors Devlin se retrouve à devoir dire des choses qu'il n'a pas envie de dire. Parce que Devlin accepte que la sanction pénale, c'est un mal qu'on impose à une personne. Et il accepte également qu'on n'impose pas gratuitement un mal à une personne. C'est pour ça qu'il cherche à la justifier. Et par contre, il se retrouve dans une situation où
il n'arrive pas à expliquer en quoi quelqu'un qui s'adonne entre adultes dans un cadre privé à des pratiques sexuelles qui ne seraient pas nécessairement des pratiques majoritaires, en quoi cette personne-là aurait causé un tort à autrui ou aurait causé une forme de tort qui justifierait le mal qu'on lui impose. Il dit, si on tire la position de Devlin jusqu'au bout, la position de Devlin, ce n'est pas qu'elle est irrationnelle, c'est simplement qu'il ne tient pas lui-même aux conclusions qu'il prétend tirer. Et il dit, j'ai pas besoin, et c'est la conclusion de son ouvrage, il dit, j'ai pas besoin de prouver que moralement ma position est juste, j'ai simplement besoin de montrer le coût que mon adversaire prétend vous imposer. J'ai simplement besoin de montrer le coût que la politique de Devlin imposerait à mes concitoyens, alors qu'il le ferait sans justification. Et c'est la simple nature de la contrainte. La nature de la contrainte, elle est de nouveau discursive. Dans le cadre de ce débat, vous prétendez dire telle ou telle chose, eh bien allons au fond de la chose. Vous ne tenez pas véritablement à la conclusion à laquelle votre position vous mène. Or, il y a des conséquences pratiques très concrètes qui est que des personnes sont en prison. Vous avez besoin d'une meilleure justification que ça. On n'a pas besoin d'un fondement général des choses. On est dans l'ordre de la justification, de nouveau, dialectique. On est dans un champ aristotélicien ici, je pense. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient intervenir dans le débat? Je suis sûre qu'il y a de... Ah, Pascal, merci. Alors, mon collègue Pascal McDougall. Merci beaucoup pour votre présentation. Je me demandais si... Je me demande si vous ne faites pas un trop grand cas de la distinction entre droits moraux et morale critique. Il me semble qu'il y aurait peut-être lieu de s'attarder moins à ce que Hart dit faire et plus à ce qu'il fait concrètement, donc au concept qu'il manie concrètement. Et peut-être qu'en fait, sa philosophie politique ou sa normative jurisprudence est moins originale que ce que vous en dites. Parce que, comme vous le dites, Hart manie le Harm Principle de Mill, qui était par ailleurs, à peu de choses près, aussi la doctrine du droit de Kant. Hein. Donc, et si on commence à prendre ces philosophes-là et ces philosophies politiques-là, on les met une à côté de l'autre, en s'attardant moins aux étiquettes qui sont utilisées pour les décrire par leurs auteurs, et plutôt à comment elles fonctionnent concrètement, bien, on peut voir que peut-être que donc cette philosophie politique-là est moins originale qu'elle n'y paraît. Et que donc de la qualifier de morale ou de critique, de légal ou extra-juridique, de juridique ou extra-juridique, ça a moins d'importance. Et puis, je me demandais, donc ça, ce serait une première remarque, puis j'aurais une question aussi, est-ce que, d'où vient la... Je n'ai pas très bien compris dans votre exposé, puis je n'ai pas lu le texte en question de Hart, d'où vient ce principe de la morale critique? Est-ce qu'il vient d'un contrat social? Est-ce qu'il vient d'un impératif catégorique? Est-ce qu'il vient d'un principe d'utilité? Parce qu'il me semble qu'on peut arriver à un principe comme le Harm Principle par toutes ces voies. Donc, d'ailleurs, Kant le faisait, Rawls le faisait par des voies contractualistes. Bentham arrive à quelque chose de très près, hein, par ailleurs, quelque chose qui ressemble beaucoup au Harm Principle par des voies utilitaristes. Donc, je me demande quel est le concept maître de la théorie qui permet à Rawls de fonder. Vous avez parlé de dialectique et d'Aristote il y a quelques instants. C'est peut-être ça ou... Enfin bon, bref, voilà, ce serait une question. Merci encore pour votre présentation. Merci beaucoup, Pascal. Alors, c'est possible hein, que je cherche à trouver la position plus intéressante qu'elle n'est. Ça fait 10 ans que professionnellement, j'ai confronté quotidiennement au texte. Et ce qui se passe quand ça fait 10 ans qu'on lit un texte, on finit par y trouver des choses. Donc, c'est possible que ce sont des choses qui ne sont pas dans le texte. Je ne suis pas à l'abri de cette déformation professionnelle. Alors, la question, si je la comprends bien, c'est est-ce qu'on a besoin d'avoir une
distinction vraiment nette entre une philosophie des droits moraux et une philosophie qui serait structurée en termes de morale critique. Alors, on n'a pas besoin, ma propre position, si on me l'a demandé, par exemple, ce serait que le fait de revendiquer l'existence de droits moraux, ce serait un formidable instrument de morale critique, par exemple. Ce serait le fait d'opposer aux titulaires de l'autorité politique le fait que nous avons des droits moraux, indépendamment qu'ils soient traduits ou non en droit positif, hein. C'est un argument moral très puissant qu'on peut mobiliser dans la critique du droit positif, par exemple. Le fait de dire il faudrait qu'il existe telle ou telle norme de droit positif, ou il faudrait mettre fin à telle ou telle norme de droit positif, ou il faudrait maintenir en vigueur telle ou telle norme de droit positif. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons tel ou tel droit moraux. On pourrait tout à fait dire que l'existence prétendue des droits moraux peut être un principe de morale critique. Je pourrais très bien m'accommoder de ça. Et simplement, il m'apparaissait que ce n'est pas ce que Hart faisait, notamment parce que vous avez tout à fait raison de soulever le fait que le harm principle de Mill a été matriciel dans un très grand nombre de philosophies libérales qu'on a exprimées en termes de droits moraux. Or, Hart a eu un débat assez complexe avec le philosophe David Lyons tout au long des années, fin des années 70-80, précisément sur la question de savoir si John Stuart Mill avait, in fine, véritablement les moyens de convertir son harm principle en droit moral à la liberté. Et David Lyons disait, si on peut tout à fait prendre le harm principle de Mill et le convertir en un droit moral à la liberté, et on trouve là un droit moral premier qui permet, à partir duquel on peut dériver d'autres droits moraux. Et Hart disait, pour un certain nombre de tautologies qu'il pensait trouver chez Mill, il disait, à mes yeux, on ne peut pas utiliser le harm principle de cette manière-là. Il faut comprendre le harm principle d'une manière utilitariste. Il faut interpréter le harm principle dans le cadre d'une philosophie utilitariste. Et la manière dont il comprend la philosophie utilitariste dans d'autres textes, c'est vraiment le rejet d'une philosophie des droits naturels. Donc, les éléments, disons, exégétiques semblent indiquer qu'on ne pourrait pas établir ce rapprochement chez Hart, en tout cas. Parce que c'est précisément la nature du débat qu'il a eu avec David Lyons et qu'il a refusé d'accepter ce point alors que David Lyons essayait d'établir ce rapprochement. Peut-être à tort. Hein. Peut-être à tort. Alors, comment est-ce qu'on fonde la morale critique? D'où vient la morale critique? En fait, en quoi est-ce qu'elle contraint? Puisque c'est la nature de votre question. En fait, elle a seulement besoin de contraindre l'interlocuteur, je pense. Il n'a pas besoin d'être dans une démarche contractualiste où on aurait une raison objective pour laquelle il faudrait reconnaître la validité de tel ou tel principe moral, ou une démarche inductiviste ou intuitionniste. Pas du tout. Il dit simplement à son interlocuteur, c'est vous-même qui adhérez à ce principe, que vous le veuillez ou non. Et c'est sans cesse de cette manière-là qu'il s'y prend. Il dit, j'ai pas besoin d'avoir un fondement objectif pour les principes de morale critique que j'invoque. Il dit, le harm principle, j'ai pas besoin de passer par Kant pour le fonder. C'est vous, Lord Devlin, qui adhérez au harm principle. C'est vous qui, au détour de vos arguments, révélez que vous considérez que la sanction pénale est un mal qu'il faut justifier et qu'on ne peut pas justifier si le comportement ne porte pas atteinte à autrui. C'est vous-même qui êtes millien, que vous le veuillez ou non. Or, votre propre position révèle que vous n'avez pas de justification suffisante. Donc il dit, je n'ai pas besoin d'un fondement objectif. Donc il fait l'économie de ce que disait Charles Maxime, quoi, ce morceau de la philosophie morale qui semble ne pas vraiment l'intéresser. Il y a une démarche vraiment non fondationnaliste. Je pense que ça lui vient d'auteurs comme Wittgenstein et John Austin, où vraiment toute pensée de fondement
mène à leurs yeux à de la mauvaise philosophie, quoi. Je pense que c'est sans doute la raison biographique pour laquelle ils s'en désintéressent. Je ne sais pas si c'est satisfaisant intellectuellement. Peut-être pas. Vous avez 2 autres questions dans le chat. Une de ma collègue Marie-France Fortin. La distinction possible entre la morale positive et la morale critique chez Hart permet-elle de conclure à une ouverture ou du moins une possibilité de reconnaître le plurijuridisme, ce qui distinguerait évidemment la pensée de Hart de celle du droit étatique de Kelsen, en plus de la différence que vous identifiez entre le positivisme d'analyse et le positivisme de construction de ceux-ci. Et ensuite, il y aurait une deuxième question de la part de Nicole Gendron qui dit « Comment Hart jugerait-il Antigone ?» Alors, je vous laisse répondre. Alors, je suis pas certain. Alors, il me faudrait peut-être plus de précision sur ce qu'il faut entendre par plurijuridisme. Ce n'est pas une formule dont je suis familier. Est-ce que c'est pluralisme juridique? Alors, je ne sais pas si Marie-France veut écrire dans le chat. Je ne sais pas si elle est peut-être pas en mesure de se joindre live, mais Marie-France, si tu peux préciser, ça serait utile. Alors, je peux commencer à répondre et puis adapter. Ok, très bien, très bien. Tout à fait. Alors, je ne sais pas exactement comment on ferait le lien avec la distinction entre la morale critique et la morale positive. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a une grande... la pensée juridique de Hart permet de rendre compte du pluralisme juridique d'une manière que ne permet pas de faire le positivisme de Hans Kelsen. Parce que Kelsen cherche à avoir une théorie du droit qui fonctionne comme un système logiquement clos. Un système logiquement clos, c'est la formule qu'emploie Kelsen lui-même au sujet de sa pensée juridique. Il faut partir d'une prémisse unique dont découleraient toutes les conclusions, même les plus lointaines. Il en découle que ça devient très difficile de rendre compte de quelque chose qui serait du pluralisme juridique. Soit on a des formes de droit qui trouvent toute leur place dans cette chaîne de déduction, ou alors ça ne trouve pas de place dans cette chaîne de déduction, auquel cas ce n'est simplement pas du droit valide et on trouve du fait social extra-juridique, quelque chose comme ça, selon Kelsen, mais certainement pas du pluralisme juridique. On aurait simplement le droit et autre chose. Donc Kelsen n'a aucune manière, à mes yeux, de rendre compte du pluralisme juridique. Hart, par contre, ça est beaucoup plus... parce qu'il est moins attaché... il est moins attaché à la systématicité du fondement, à des manières de rendre compte du pluralisme juridique. Il distingue notamment la validité dérivée et la validité subordonnée. Et ça, c'est une distinction qui est assez riche, qui n'a pas reçu beaucoup d'attention en France du tout, alors que ce serait très utile. Il distingue la validité subordonnée de 2 sources de droit. Pour la validité subordonnée, c'est lorsqu'on a 2 sources de droit dont l'une ne dérive pas de l'autre. Donc il prend l'exemple, par exemple, de la coutume et de la loi. Il dit, dans la plupart des ordres juridiques, la coutume est d'un rang inférieur à la loi. Mais ça ne veut pas dire que la coutume dérive de la loi ou qu'il faille artificiellement considérer que la coutume est indirectement ou implicitement la volonté du législateur, comme John Austin cherche à le dire, par exemple. On a simplement besoin de l'idée de subordination entre différentes sources de droit. Par contre, on a d'autres sources de droit dont la validité dérive l'une de l'autre, comme par exemple le règlement administratif et la loi. La validité d'un règlement administratif dérive directement de sa conformité à la norme supérieure, qu'est la loi. Et il dit, si on ne raisonne qu'en termes de hiérarchie comme Kelsen,
on perd de vue le fait qu'il peut y avoir différentes raisons pour une règle d'être valide. Or, la validité peut être subordonnée ou dérivée, et ce n'est pas la même chose. Et on finit toujours par tomber dans des confusions si on cherche à penser des sources de droit comme la coutume en termes de dérivation. La coutume n'est pas une source de droit dérivée de quoi que ce soit. C'est un fait social premier qui a fini par être reconnu dans l'ordre juridique à l'aune de certains critères. Alors ça, c'est très puissant pour penser le pluralisme juridique, parce que ça permet de prendre des formes de normativité qui existent dans certains groupes sociaux au sein d'un pays, ou penser des formes de droits fédéraux, en reconnaissant une existence première à ces formes de normativité, sans avoir à introduire de fiction à l'une desquelles elles seraient dérivées de la loi, ou de quelque chose comme ça. On a simplement besoin de penser la subordination entre les sources du droit et non pas leur dérivation. Alors ça me paraît très, très puissant. Et comment est-ce que Hart peut le penser? Simplement parce que ce qu'il appelle la règle de reconnaissance, c'est une norme sociale et non pas un présupposé logique. On n'a pas besoin que le système tienne de manière hermétiquement close. On a simplement besoin de considérer que ça existe effectivement dans tel ou tel pays. Et après, on a besoin de l'armature conceptuelle, de suffisamment de distinction, disons, pour en rendre compte de manière claire, de manière satisfaisante. Donc Hart est attaché à nous donner toutes les distinctions dont on a besoin pour raisonner clairement. Il n'est pas attaché à nous livrer un système qui tient debout tout seul, ce qui est un projet intellectuel très, très, très différent. Ce sont deux formes de rigueur très différentes, deux formes de scientificité très différentes. C'est la manière dont je répondrai à ça. Et comment est-ce qu'il jugerait Antigone? Voilà. Ça, c'est une colle. Alors, ça, c'est certainement un sujet que je poserai à mes étudiants la prochaine fois. Comment est-ce que Hart jugerait Antigone? Excellent. Comment est-ce qu'il jugerait Antigone? Je pense qu'il sans doute ne jugerait pas Antigone. Comment est-ce qu'il rendrait compte de la situation d'Antigone? Je pense qu'il considérerait que Antigone se trouve face à un dilemme humain qui est tristement relativement classique, qui est celui simplement d'un individu qui est confronté à une norme juridique positive injuste, qui, si ça se trouve, est si injuste qu'elle doit décider en toute conscience de désobéir, et que la fonction du positivisme juridique, c'est non pas de bannir le questionnement moral, mais de rendre explicite les conséquences du choix moral. Antigone comprend très bien les conséquences de son choix, comprend très bien qu'il en découlera son exécution. Mais c'est un choix moral qu'elle est prête, ce sont des conséquences qu'elle est prête à endosser. C'est toute la fonction de la morale critique que d'expliciter les conséquences de ce choix. Mais les conséquences de ce choix ne pourraient pas être rendues explicites si on n'avait pas pour présupposer le positivisme juridique pour commencer. Si on commençait à s'engager dans des fictions de type ah mais ce droit est tellement injuste que peut-être que c'est plus du droit, peut-être que ça perd sa vigueur, peut-être que ça perd sa validité, peut-être que c'est de la pure force qu'on m'impose, peut-être que c'est pas un véritable commandement juridique, peut-être que c'est moralement satisfaisant de le dire, mais c'est pas une juste description de la réalité face à laquelle on se trouve. C'est pas utile de le dire. C'est beaucoup plus utile de simplement dire si, c'est bien du droit formidablement injuste qui vous contraint, et vous ne pouvez jamais échapper à cette responsabilité morale dans chaque situation qui est celle de devoir décider d'obéir ou non. C'est le dilemme humain face auquel on se trouve à tous les instants sans grandes conséquences et très rarement dans notre vie avec les conséquences ultimes. Là, il est 12h52 et je reconnais qu'il y a certaines personnes qui doivent quitter pour des fins d'assister à des cours ou même les donner. Alors, pour ceux qui doivent partir, je dirais
Merci d'avoir assisté à la conférence et ça nous a fait plaisir d'avoir aussi un aussi grand nombre de personnes présentes. Mais Anne Rosou, un de mes collègues, aimerait poser une question et je vais lui donner la chance de la poser parce qu'il nous reste du temps. Mais je voulais juste avertir ou laisser la chance à ceux qui doivent partir de partir pour ne pas qu'il y ait un genre de tout à coup, les gens se sentent mal à l'aise de le faire. Alors, Anne-Roux, allez-y pour poser votre question, mais je libère ceux qui doivent partir. Sinon, on peut aller, bien sûr, jusqu'à 13 heures. Merci, Jennifer. Merci, M. Bly, de votre présentation. Plus tôt, vous aviez exprimé l'avis que le concept de droit de Hart avait été accueilli tièdement chez les philosophes théoriciens du droit continentaux en raison de la place de la moralité dans le concept de droit de Hart. Et je me suis donc demandé si, dans ces circonstances, la théorie positive de l'autre grand positiviste anglo-américain, Joseph Raz, avait été mieux reçu chez vous, vu que celui-ci prônait une plus stricte séparation ou distinction entre le droit et la morale. Merci. Merci beaucoup, Andrew. Alors, je dirais que Joseph Raz est en phase de réception actuellement en France. En Allemagne, il est plus. Et c'est justement en travaillant sur Joseph Raz que j'ai rencontré Charles Maxime. J'avais lu ces excellentes traductions de 2 articles fondamentaux de Raz dans la revue Droit. Et j'ai co-dirigé un numéro de la revue Droit et Philosophie sur Joseph Raz pour justement essayer d'alerter mes collègues de l'existence de Joseph Raz. Et du coup, on avait invité Charles Maxime à participer, on avait pu se rencontrer par la suite. Oui, en fait, Raz, en réalité, n'apporterait pas de solution de ce point de vue. Je pense que Raz laisserait perplexe exactement pour les mêmes raisons. Effectivement, si on rentre dans le nitty-gritty, hein, si on rentre dans le vif du sujet, le positivisme razien est plus dur que celui de Hart. Mais en tant que juriste et en tant que positiviste, il accepte de saisir le taureau moral par les cornes. Et c'est ça qui laisse perplexe, en fait, les juristes d'Europe continentale. Alors, beaucoup moins maintenant, parce qu'en fait, on a une espèce de renouvellement générationnel où c'est un procédé mécanique. En fait, presque tout le monde a lu Hart et Raz dans le texte qui a soutenu sa thèse de doctorat dans les 10-15 dernières années. Donc, en fait, c'est un malaise plutôt intergénérationnel désormais. Il faut plutôt le présenter de cette manière-là. Et là, j'avais fait la première thèse sur Hart, je n'avais pas grand interlocuteur, depuis on en a 3. Et donc, en fait, on a des formes de pensée qui se démocratisent en fait. On a un grand effort de traduction et de diffusion de ces travaux, mais Raz laisserait perplexe pour les mêmes raisons. Je dirais, comment est-ce qu'il peut être un positiviste dur alors qu'il prétend que, d'une part, le raisonnement juridique est une forme de raisonnement pratique et que le raisonnement pratique peut être réduit in fine à du raisonnement moral qui porte vraiment les lettres de noblesse du raisonnement pratique. Qu'est-ce donc que ce positiviste-là? Et il n'y a pas d'incompatibilité dès lors qu'on sort de l'idée du positivisme comme construction d'un objet d'étude. Dès lors qu'on comprend que juste le positiviste, c'est celui qui ne confond pas le droit et la morale, quelle que soit la question qu'il pose. Il peut avoir un questionnement moral sur le droit, mais il ne faut pas qu'il confonde tout. Et s'il ne confond pas tout, alors c'est un positiviste juridique, où il peut se revendiquer du positivisme juridique dans ce cas-là. Donc, Joseph Raz laisse perplexe pour les mêmes raisons.
mais c'est un auteur dont le coût d'entrée est très élevé, en fait. Donc, il faut soit choisir de lire Raz, soit choisir de lire Kelsen, puisque ce sont des auteurs à forte systématicité. Et pour les quelques-uns qui sont allés se frotter à Joseph Raz, on ne lui pardonne pas tout à fait sa lecture de Hans Kelsen, qui est une lecture qui tire Kelsen du côté de la morale. Donc, de manière, c'est à travers Raz que Kelsen a été importé dans le monde anglo-américain. Et les Kelseniens pur jus ne pardonnent pas ça à Raz, quoi. Donc, c'est un dialogue qu'on est en train d'avoir. C'est un combat qu'on est en train de mener. Il y a vraiment beaucoup de questions qui continuent à se poser et je pense que la discussion pourrait être encore plus longue, probablement le double ou le tiers du temps ou toute une session de discussion. Or, on arrive vers 13 heures et je suis consciente du temps et le fait qu'on n'avait pas affiché de dépasser 13 heures. Je voulais vraiment très chaleureusement remercier Gregory Bly pour son temps, pour son partage d'idées, pour cette opportunité d'avoir un petit répit intellectuel au cours de la journée la plus froide actuellement à Ottawa et à Montréal qu'on a eue depuis un certain temps, donc qui nous réchauffe au moins intérieurement par la stimulation des idées. Alors, c'était vraiment comme une petite vacance dans le monde de la philosophie du droit, si on peut l'exprimer ainsi. Et j'espère que vous aurez l'occasion un jour de venir chez nous. Et en fait, on pourrait entretenir des discussions plus intéressantes avec un verre de vin ou autour d'une table et donc de continuer de poursuivre ces interrogations parce que je pense qu'on est plusieurs à s'intéresser à la philosophie de Hart et à la philosophie du droit en général. Alors, je pense que je vais clore là-dessus, à moins que vous vouliez dire un dernier mot. Mais merci, un grand merci. Non, si ce n'est pour vous remercier tous de votre présence et merci beaucoup à l'Université d'Ottawa pour cette invitation que vraiment j'apprécie beaucoup. Un grand merci à tous.